absent, mais on n'a pas le choix. Akem تسمعوا فيا؟ Oui, madame, salam. Très bien. On démarre. Tant pis pour les gens qui sont absents. Mais je vais prendre la liste des présents à cette heure-ci et je vais la prendre après. Ok. On en a le 25. Bon, tout d'abord une petite remarque concernant le TPT al-Barah. Je me suis rendu compte, heureusement que je n'ai pas fait l'héritage, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas encore la création d'une classe et les attributs et surtout les fonctions, les méthodes d'une classe. Soit ils n'ont pas assisté, soit ils n'ont pas revu leur cours. Et ça ne sert à rien donc d'avoir le cours sans le consulter, sans écouter ce que je dis. Donc, moi, je vous invite à revoir votre cours parce qu'il se peut que nous ayons des petites questions que je ramasse 10 minutes au début du TP. D'accord? Pour voir les gens qui sont à jour et qui ne le sont pas. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, moi, je vais continuer sur l'héritage, puisque ce qu'on a fait, c'est la notion de classe, d'attribut, de méthode. Normalement, tout le monde est capable de créer une classe, c'est-à-dire avec ses attributs, avec ses méthodes, d'aller dans la fonction main, d'instancier la classe AD pour créer un objet et d'appliquer les méthodes sur cet objet qui a été créé. Donc, l'appel d'une méthode, on l'a fait. Ça, c'est la base pour la création d'une classe, pour manipulation d'un nouveau type qu'on a créé. Donc, il y a une notion qui est très, très importante, qui n'est pas difficile, mais qui est importante. C'est la notion d'héritage. Alors, la notion d'héritage, donc, c'est quelque chose... c'est un mécanisme, en quelque sorte. Attendez, je vais partager avec vous la page Word. La page Word. Comme ça, vous allez pouvoir suivre. Alors, présentation. Une fenêtre. Voilà. Donc, c'est l'héritage. Donc, comme je disais, c'est un mécanisme. Est-ce que vous pouvez voir là? Vous voyez le texte là? C'est clair? Est-ce que vous pouvez voir le texte? Oui, madame. Très bien. Voilà. Donc, je disais, c'est un mécanisme qui est c'est une notion très importante dans l'orienté objet.
ça permet donc le partage et la réutilisation de propriétés entre les objets. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand vous créez une classe, vous pouvez, tout ce qui appartient à cette classe, vous pouvez le réutiliser par d'autres classes qui ont plus de méthodes et qui ont plus d'attributs en plus de ce qui a été défini dans cette première classe. Donc, c'est une technique qui permet de créer une classe à partir d'une autre. Ça, c'est très important. Donc, on crée une classe à partir d'une classe qui a été déjà créée. La relation d'héritage, donc, c'est une relation de généralisation, spécialisation. Pourquoi je dis généralisation, spécialisation? Ça, c'est très important. Et c'est une question que j'ai déjà posée dans un examen et les gens n'ont pas saisi le sens. Généralisation, pourquoi? Parce qu'on crée une classe de départ où on met les choses générales. Les choses générales, c'est-à-dire si je veux créer par exemple une classe véhicule, je vais mettre tout ce qui concerne, tout ce qui est commun au véhicule, d'une façon générale. Alors, pourquoi j'ai mis slash spécialisation? Spécialisation, ça veut dire que je vais créer des classes qui dérivent de cette classe et qui sont plus spécialisées. C'est-à-dire, je peux faire véhicule et après, je peux faire, je ne sais pas moi, voiture, camion, véhicule à 4 roues, véhicule à 2 roues, véhicule. D'accord? Donc, la notion de généralisation, spécialisation, la généralisation, c'est dans la classe, dans la superclasse, dans la classe de départ, et la spécialisation, c'est dans la classe dans les classes qu'on définit, qui dérivent de cette classe. D'accord? Alors, l'usage simple de l'héritage, c'est l'ajout de propriétés. Qu'est-ce que je voulais dire par ça? Ça, c'est, bon, il y a autre chose, on verra peut-être dans les classes abstraites après. La chose la plus simple dans l'héritage, c'est quand je définis la superclasse, par exemple, de véhicule. Quand j'utilise cet héritage-là, je vais rajouter des propriétés. Et les propriétés se manifestent sur quoi? Les propriétés, ce sont les attributs et les méthodes. Puisqu'on a dit que les attributs définissent l'état de l'objet et les méthodes définissent le comportement de l'objet. C'est ça les propriétés. Donc, je rajoute d'autres attributs et je rajoute d'autres méthodes. Par exemple, pour les camions, je vais rajouter d'autres spécifications concernant les attributs. Peut-être je vais rajouter, je ne sais pas moi, combien d'euros il en a, peut-être, semi-remorque, c'est d'autres détails. Donc, j'ai rajouté d'autres propriétés. Et après, je rajoute d'autres méthodes, peut-être d'autres techniques dans le fonctionnement de ce type de véhicule. Donc, il faut comprendre généralisation, spécialisation et il faut comprendre l'ajout de propriétés. La notion d'héritage, donc en programmation orientée objet, est une notion fondamentale. Ça, c'est très important. Et il s'agit de créer, je suis en train de me répéter là. Malish, je me répète, mais c'est dit différemment. Donc, vous allez, si vous n'avez pas compris la phrase d'avant, vous allez comprendre la phrase qu'on est en train de voir. Alors, il s'agit de créer de nouvelles classes. D'accord? Donc, finalement, je crée un nouveau type. Parce qu'il dit création d'une classe, c'est création d'un nouveau type de variable. En se basant sur des classes déjà existantes. D'accord? En effet, on a parfois besoin de définir un type d'objet similaire à un type existant avec quelques propriétés supplémentaires. Vous voyez? Donc, je définis la classe générale et après, j'ai besoin de définir d'autres classes où je vais avoir d'autres propriétés supplémentaires, puisqu'ici, on a dit
ajout de propriété. Donc, j'ai défini un type et je définis un autre type qui bénéficie du premier type et sur lequel je vais rajouter d'autres propriétés supplémentaires. D'accord? Donc, l'héritage permet de définir ce nouveau type sans tout programmer. Vous voyez? Sans tout programmer. Par exemple, si je définis les choses communes pour comment on appelle ça, pour les véhicules, à ce moment-là, tout ce qui a été défini dans la classe mère sera utilisé par le deuxième nouveau type qu'on définit avec d'autres propriétés. D'accord? Je donne un autre exemple. Peut-être on va le traiter comme application. Si je définis une figure géométrique, je peux définir la couleur avec quoi je peux tracer cette figure. C'est assez général, c'est valable pour toutes les figures. Je peux définir par exemple son origine, soit le centre de cette figure, soit le premier point où je commence à tracer. Donc les coordonnées, donc ça, déjà on a trois propriétés, la couleur, le X et le Y, les coordonnées par exemple du centre de la figure. Pourquoi? Parce que toute figure admet un centre, même si ce centre est à l'extérieur de la figure, hein. Ça existe. D'accord? Donc, je définis ça, c'est et je définis des méthodes qui peuvent être les méthodes d'accès déjà à la couleur, pour changer leur couleur, pour la modifier, pour l'initialiser, et donc pour les get, les méthodes d'accès à la figure, aux attributs de la figure. Les get, c'est les sets de l'origine, le centre de cette figure, ainsi que la couleur. Je peux même peut-être ajouter d'autres méthodes, une méthode d'affichage pour dire, par exemple, j'ai telle propriété, mon origine est à tel endroit, etc. Juste une petite fonction d'affichage. Alors, je viens maintenant pour définir d'autres méthodes qui héritent de celle-là. Je peux définir une méthode où la figure est très spécifique. Ça peut être un rectangle, ou un carré, ou un cercle. D'accord? Alors, par exemple, pour le cercle, qu'est-ce que je dois rajouter? Je dois rajouter le rayon, parce que le rayon, c'est ça qui définit un cercle. Je peux définir aussi le calcul de sa surface et le calcul de son périmètre. Parce que ça, c'est des trucs qui ne sont pas généraux, qui ne se calculent pas de la même façon pour toutes les figures. Alors, je peux définir une autre classe qui dérive de la classe figure, le rectangle. Par exemple, je peux définir le côté, la longueur, la largeur. Je peux définir le calcul du périmètre qui n'est pas le même que celui du cercle, et le calcul de la surface qui n'est pas non plus comme celui du cercle. Donc, là, l'avantage dans l'héritage, c'est qu'il faut qu'il y ait des classes qui dérivent de cette classe, au moins 2 classes. Parce que si j'utilise la classe, la superclasse, juste pour définir une classe phi, autant faire toutes les spécificités qui étaient dans la classe phi, dans la classe mère, et faire une seule classe. Mais l'utilité de l'héritage, c'est à partir d'une classe de définir plusieurs autres classes. Par exemple, ici, je peux définir un polygone, combien de côtés il a, combien le calcul je ne sais pas moi, de la surface, le calcul, etc. Le cercle, elle a au moins 2. Sinon, ça n'a pas de sens de faire de l'héritage. Si je définis une classe mère et après je définis une seule classe phi, je n'ai pas exploité la propriété de l'héritage. Ça n'a pas de sens ici. Donc, quand je définis des classes phi, au moins, il faut qu'il y ait 2, 3, etc. Alors, moi, le jour de l'examen, je ne vais pas vous demander de définir
C'est possible que vous demande de définir deux classes ou là. Mais en général, je teste juste l'étudiant. Est-ce qu'il peut aller de la classe mère, la plus générale, à la classe fille, qui est par exemple une classe qui dérive de la première et qui a d'autres propriétés en plus que celle de la classe mère. D'accord? Donc, je reviens ici sur ma phrase. L'héritage permet de définir ce nouveau type sans tout programmer. Donc, si j'ai défini dans la classe figure le centre de gravité de la figure et la couleur et les méthodes d'accès, tout ça, c'est acquis. Je ne vais pas dans la classe rectangle ou dans la classe carré ou dans la classe cercle de m'occuper de ça. Donc, je ne vais pas tout reprogrammer. Donc, pour cela, donc, quand vous définissez la classe fille, et il faut mentionner au compilateur, ce n'est pas question que je définis une classe figure et je définis une deuxième classe cercle et ça y est. Non, et il faut mentionner au compilateur que cette classe fille, elle dérive de la classe figure, de la classe mère. Donc, il y a une façon de programmer, c'est la seule chose en plus. Sinon, on se retrouve à définir des classes normales. Donc, c'est de mentionner au compilateur, attention, ce qui a été, cette classe-là, elle va profiter de ce qui a été fait dans la classe super, dans la classe mère. Et la classe mère, c'est, il faut nommer la classe mère, d'où est-ce qu'elle dérive cette classe fille. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il suffit de déclarer le nouveau type qui hérite du précédent et on se limite à rédiger les fonctionnalités supplémentaires. Donc, il faut déclarer au compilateur que ce nouveau type qui dérive, il hérite du premier. Et après, on se limite à rédiger ces fonctionnalités supplémentaires, c'est-à-dire à rédiger dans la classe fille ce qui n'a pas été donné dans la classe mère, par exemple le périmètre, la surface, etc., la longueur, la largeur, le rayon, etc. D'accord? Alors, ceci constitue l'utilisation la plus simple de l'héritage. Parce que j'ai dit, un usage simple, c'est l'ajout des propriétaires. Là, on se limite à ça pour le moment. Alors, l'héritage est donc un mécanisme de transmission de propriété. Je suis en train de lire le texte. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc, quand ils révisent, ils vont se mémoriser de ce que je viens de dire. Donc, mécanisme de transmission de propriété, ça veut dire ce qui a été fait dans la classe mère, les attributs et les méthodes, tout ça va être transmis aux classes filles, tout simplement. Donc, c'est la transmission de propriété, puisqu'on a dit les propriétés, c'est quoi? C'est l'attribut pour définir l'état de l'objet et les méthodes pour définir son comportement. Donc, transmission des propriétés d'une classe de base vers une sous-classe. Alors, la classe phi, elle s'appelle sous-classe, elle s'appelle la classe dérivée, ou classe phi, classe dérivée, classe et sous-classe. Donc, vous avez trois notions, c'est-à-dire trois, le vocabulaire, ça veut dire la même chose, la classe phi, classe dérivée ou sous-classe. Et pour la classe mère, on dit classe mère, classe de base, ou bien la superclasse aussi. Ici, on dit la sous-classe. Pour la classe mère, on dit la superclasse. Ici, on dit la classe dérivée. Pour la classe mère, on dit classe de base. Ici, on dit classe phi et l'autre, on dit classe mère, tout simplement. Donc, c'est juste une notion de vocabulaire. Je vous ai dit déjà, pendant un examen, j'ai dit la classe de base, elle a ça et ça. Les étudiants, ils me posent la question, c'est quoi la classe de base? Tout simplement, c'est la classe mère. Donc, il faut connaître tout le vocabulaire qui est lié à cette notion d'héritage. Alors, donc, cet outil permet de déclarer des classes très générales, puis progressivement spécialisées. Je reviens sur le mot spécialisation.
plus progressivement spécialiser ces classes. Pourquoi j'ai utilisé le mot progressivement, hein? Progressivement spécialisé. Tout simplement, quand je peux ne pas me limiter à 2 degrés, c'est-à-dire une classe mère, une classe fille. Je peux aller de la classe mère à la classe fille et la classe fille peut devenir à son tour une classe mère pour d'autres classes filles. D'accord? Donc, je peux, par exemple, je peux définir véhicule, je peux définir une classe fille, les 2 roues, et parmi les 2 roues, je peux définir autre 2 classes, autre classe dérivée qui dérive de ces 2 roues-là. Dans les 2 roues, je peux définir motocycle, je peux définir un VTT, je peux définir d'autres sous-classes. Voyez? Donc, une classe mère, elle va donner des classes filles qui dérivent de et utilisent, exploitent toutes ces propriétés. Et une classe fille peut devenir à son tour une classe mère pour d'autres classes filles. Donc, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'héritage. Donc, on fait progressivement. On démarre d'une classe mère, une classe fille qui devient à son tour. C'est-à-dire, je peux faire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est mentionné ici, non? Alors, je peux faire dans ce sens, je peux rajouter là. Si par exemple, j'ai dans cette ligne la classe A, oui, c'est bloqué, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, là, j'ai une classe, une autre classe B, hein. Bon, ici, oh, j'ai des touches qui déconnent. Là, cette classe fille, elle peut devenir, donc je vais rajouter insertion, forme. Donc je peux faire ça, hein. Il y a un système. Attendez, il y a cette histoire-là, hein. Est-ce que je peux faire ça? Non. Enfin, c'est pas grave. Je vais mettre ça. Insertion forme. Voilà. Alors, ici, c'est pas vrai. Une touche qui bloque. Donc, elle a donné la classe C, par exemple. Il faut travailler avec insertion textuelle. Par exemple, une classe Z. Donc, ça, j'enlève. كنت تفهموا فيا ولا؟ كنتبعوا ولا راني وحدي أنا معك موظف. Très bien. On va faire copier. Vous voyez que moi, c'est difficile quand c'est au tableau, c'est plus facile de faire ça. On va déclasser. Voilà. Par exemple, il y en a classe Q. Et après, la classe Q, à son tour, va devenir une classe mère. Bon, j'ai pas fait c'est plus facile comme ça, c'est plus rapide.
Voilà. Par exemple, là, je vais faire CTRL-V. CTRL-V. Et CTRL-V. Alors, Anna, ça peut être la classe T, par exemple. La classe R. Et la classe Y. Donc, Anna, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la classe A, c'est la classe mère. Elle a donné, donc, il y a deux classes dérivées qui sont la classe Q et la classe Z. Et la classe Q, elle a donné aussi, il y a trois classes qui dérivent de la classe Q. C'est la classe T, la classe R et la classe Y. Donc, Naya Q, c'est devenu à son tour, donc ici Q, la classe Q et la classe dérivée de la classe grand A et elle est, je parle de la classe Q, hein. Donc je ne vais pas mettre Naya et, on ne sait jamais, et Q est aussi classe, qu'est-ce que c'est que ça? Est aussi classe de base pour les classes P, R et Y. D'accord? C'est pour ça que j'ai utilisé le mot progressivement. Donc ici, par exemple, les véhicules. Ici, les véhicules à 2 roues. Et ici, par exemple, moto, je ne sais pas vous, comment on appelle ça avec le nombre, avec les mètres cubes du cylindre, je ne sais pas quoi. Ici, par exemple, le VTT, ici, etc. D'accord. Je peux faire, par exemple, une figure. Je peux faire un œil à polygone. Je peux faire un œil à rectangle, carré et trapèze, par exemple, parce que c'est des polygones. Et ici, je peux faire cercle. D'accord? Donc, quand je définis, à chaque fois, j'affine un petit peu, j'affine progressivement les propriétés des classes de base. Je peux vous donner un exemple aussi en traitement d'image. Par exemple, ça, c'est l'image d'une façon générale. Donc, je peux donner comme propriété le nombre de pixels qui constituent l'image, parce que toutes les images ont cette propriété de connaître le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et ainsi donc le nombre de pixels. D'avoir le pixel, il est défini sur combien de niveaux de gris. Par exemple, il est sur combien d'octets. Il peut être, la plupart du temps, il est sur un octet. Donc, je peux avoir 256 niveaux de 0 à 255. Après, qu'est-ce que je peux faire aussi? L'essentiel, tout ce qui est tout traitement qui peut manipuler une matrice qui constitue une image de façon générale. Ici, je peux venir, je peux mettre imagerie satellitaire. Là, alors, l'imagerie satellitaire, il faut plus de précision à l'image générale. Donc, alors, le satellite, il a combien de capteurs? Parce que chaque capteur, il donne une image. Donc, le pixel, il a plusieurs valeurs. Il n'a pas un seul niveau de gris, mais il a plusieurs niveaux de gris, parce qu'il a un niveau de gris dans chaque capteur. Donc, imagerie satellitaire. Et après, dans l'imagerie satellitaire, donc je fais tous les attributs qui constituent, par exemple, l'imagerie satellitaire, de rajouter la longueur d'onde, le nombre de longueurs d'onde du satellite, les capteurs, etc. Et les traitements, par exemple, la classification, c'est plus ou moins la même chose pour toutes les imageries satellitaires. Et après, ici, je peux définir autre type
c'est une imagerie satellitaire. Par exemple, ici, je m'intéresse à l'imagerie satellitaire Landsat. Ici, par exemple, à Spot. Ici, par exemple, à Iris. Et donc, Spot, Iris et Landsat, chacune, elle a ses spécificités. Donc, je viens d'une façon très générale de la classe A. La classe Q, elle bénéficie de tout ce qui a été fait dans A, comme attribut, comme méthode, et la classe T, elle bénéficie de ce qui a été fait dans Q et de ce qui a été fait dans A. Parce que les propriétés, ça se transmet d'une classe à une autre d'une façon, si vous voulez, progressive. D'accord? Donc, et ça sert à ça. Donc, je peux donner un autre exemple. Je peux définir, par exemple, la population de Bebsouar. Hein. Je peux définir, par exemple, ici, je donne le nom, le prénom, l'âge. Après, ici, je spécifie tous les gens qui sont actifs, par exemple, les travailleurs. Et parmi les gens actifs, par exemple, ou bien ici, est-ce que ces gens actifs, je peux définir ces gens actifs, les gens, je ne sais pas moi, qui se présentent aux élections, les électeurs, donc les candidats, etc. Ou bien dans une entreprise, je peux définir le nom, le prénom, l'âge dans une entreprise, tout ce qui est commun, par exemple, pour tous les travailleurs. Après, ici, je définis, par exemple, les cadres. Après, ici, je définis un autre type de travailleur. Parmi les cadres, donc, je peux définir différents, je ne sais pas moi, différents rangs de cadres. Je ne sais pas, il y a le DG, il y a le responsable département, il y a le... D'accord? Donc, je peux définir à chaque fois progressivement. Alors, si je définis seulement, par exemple, la classe B, ici, seulement, elle va donner une seule classe après. Bon, si je peux faire un peu plus tard une autre classe, c'est pas méchant. Et après, je vais faire, par exemple, une classe ici, P. Alors, si je définis une classe mère et une seule classe fille, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'ai défini une classe mère pour avoir plusieurs classes filles pour ne pas répéter. Mais puisque je vais le faire ici, et je vais faire ça une fois et celui-là une fois, donc ça ne sert à rien de définir, autant ramasser tout le monde dans une seule classe ou classe. Donc, l'intérêt de l'héritage, c'est quand une classe, elle donne plusieurs classes, et là, à ce moment-là, on spécifie à chaque fois. D'accord? C'est un peu plus clair dans l'exemple? Donc, l'héritage est une technique qui permet de créer une classe à partir d'une autre. Elle lui sert de modèle de base de départ. Voyez? Modèle de base de départ, cela permet d'éviter de réécrire un même code source plusieurs fois. Donc, ce qui a été écrit ici, c'est comme s'il a été écrit ici. Et ce qui a été écrit ici, aussi, c'est la même chose ici. Donc, dans T, R et Y, je vais écrire ce qui n'a pas été fait ici et ce qui n'a pas été fait dans la classe A. Cela permet... Madame, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Je répète. La phrase, j'ai dit, l'héritage d'une technique qui permet de créer une classe à partir d'une autre classe. Ça, c'est clair, là. Donc, je crée la classe A. Il y a du bruit. Hein. Donc, je crée la classe A. Je crée la classe Q. Ce qui a été créé, ce qui a été écrit, les attributs ou les méthodes dans A, je peux les exploiter dans la classe Q sans les réécrire. Et ce qui a été écrit dans T, R et Y, le nouveau, donc c'est à part, T il est à part, R il est à part, Y il est à part. Mais ce qui a été fait dans Q, il peut être exploité dans T, R, Y, et ce qui a été fait dans A, il peut être exploité dans Q, dans T, dans R, dans Z, et dans Y et dans Z. Vous voyez?
Donc, tant qu'il y a une liaison, c'est bon. Ce qui a été fait dans Z, je ne peux pas l'utiliser dans Y ou R ou T ou Q. Je ne peux pas. Si je définis ici les polygones, les figures, et ici, je définis les polygones, et ici, les cercles, à la limite, ici, dans cercle, je peux avoir, enfin, cercle en quelque sorte, ou bien ce qui est ovale, je peux avoir le cercle et l'ellipse. Mais ici, dans le polygone, je peux avoir le carré, je peux avoir le rectangle, je peux avoir le trapèze, je peux avoir beaucoup de choses. D'accord? Donc, elle sert de modèle. Donc, Q, le polygone sert de modèle pour le T, le R et le Y. Pour le carré, pour le rectangle. Et la figure, elle sert de modèle pour Q, T, R, Y et Z. Mais B ne sert de modèle que pour P. D'accord? Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, madame. Donc, la classe mère, elle est toujours le modèle de base pour la classe fille. Ce que je voulais montrer ici, c'est qu'une classe fille peut devenir à son tour une classe mère. C'est la classe dérivée de la classe A, mais c'est la superclasse ou la classe de base ou la classe mère, si vous voulez, de la classe T, de la classe R et de la classe Y. D'accord? Et ainsi de suite, la classe T peut devenir à son tour classe mère pour d'autres sous-classes. Et ça, c'est, si vous voulez, à chaque fois, on peut s'enfoncer dans la précision des propriétés. Donc, cela permet d'éviter de réécrire un même code source plusieurs fois. Vous voyez, le code de A, ce qui a été écrit pour les méthodes de A. Et il va être exploité dans Q, dans T, dans R, dans Y, sans le réécrire. D'accord? Sans le reprogrammer. Alors, on pourra ainsi écrire une classe dérivant d'une autre classe, mais aussi plusieurs classes héritant d'une autre classe. D'accord? Donc, une classe, elle peut dériver d'une classe et plusieurs classes peuvent hériter d'une autre classe. Je n'ai pas besoin de faire l'héritage pour une seule classe. Héritage de A de Q pour 3 classes. Alors, de même, une classe peut hériter d'une classe qui peut elle-même hériter d'une classe. Qu'est-ce que ça veut dire, Nair? Regardez. Attendez, il ne faut pas que j'ai... dans la même page. Comme ça, vous allez avoir la phrase. Regardez ce que j'ai mis ici. Une classe peut hériter d'une classe qui peut elle-même hériter d'une autre classe. Et la classe T, elle a hérité de la classe Q qui elle-même a hérité de la classe A. Donc, une classe peut hériter d'une classe qui elle-même hérite d'une autre classe plus haut. Alors, ça, c'est le langage, enfin le vocabulaire, comment il faut parler. Soit une classe A, une classe B héritant de A. Donc ici, la classe B, elle hérite de A. C'est-à-dire, je peux mettre un A à B pour éviter, pour parler de ce que j'ai ici. Bon, on a toute classe M, par exemple. Donc, qu'est-ce que je disais? Madame, oui. Madame, une classe elle hérite de 2 autres classes. Non. C'est ce que j'allais parler de ça. Bon, c'est ce qu'on appelle l'héritage multiple. Je vais vous parler de ça. Moi, je préfère l'éviter. Alors, l'héritage multiple, en Java, il n'existe pas. Mais on sait, il existe dans certaines conditions. D'accord? Et il faut faire très, très attention. C'est ce qu'on appelle l'effet de diamant.
D'accord? L'effet de diamant, c'est quoi? C'est que j'ai, par exemple, une classe M. Bon, je vais vous donner un aperçu sur ça, mais je préfère ne pas le traiter si on ne le fait pas, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de conflit. Par exemple, نحطوا la classe L. وهنا نحطوا la classe K. Alors, là, on va faire regardez, et on va faire la même chose. بالك ندير لكم un aperçu عليها هكذا. Des fois, باش ندير لكم le diamant réellement. Je préfère. Attendez. Effet de diamant. Alors, coller. بالك ندير لكم un aperçu. Normalement, عندنا الوقت. عندنا الوقت كاش ندير لكم. Ça fait un diamant تاع الصح. Et donc, pour bien dessiner le diamant, d'accord. C'est-à-dire ici que la classe Z, elle a donné la classe M, mais L, par exemple. D'accord? Mais la classe K, elle hérite de la classe M, mais de la classe L. Ça fait un peu le diamant ici. Ça existe, en Java, ça n'existe pas l'héritage, c'est ce qu'on appelle l'héritage multiple. Héritage multiple. En Java, ça n'existe pas, mais on sait que ça existe sous, vraiment, il faut prendre des précautions et dans certaines conditions. D'accord? Moi, je le traite pas, j'essaye de faire, de tirer profit de l'héritage pour les étudiants dans la notion vraiment d'exploitation, de la généralisation, spécification. Et de rajouter à chaque fois, on voit l'utilité, on s'enfonce à chaque fois dans des classifies plus précises, sans pour autant écrire ce qui a été fait plus haut pour les classes mères. D'accord? Donc, on verra peut-être, c'est un peu plus compliqué, mais peut-être je vais revenir sur ça. Je vais revenir sur ça, ne serait-ce que, même si on ne fait pas des exercices sur ça. Parce qu'on a fait les définitions. Je ne peux pas vous donner les cas particuliers. Est-ce que c'est clair? Celle qui m'a posé la question. D'accord. Merci. Alors, donc, on a le vocabulaire utilisé, c'est quoi? Soit une classe A et une classe B héritant de A, plutôt de réimplanter. Vraiment, vous voyez que c'est souligné en rouge parce que ça n'existe pas dans le vocabulaire du Word, mais moi je l'utilise. Réimplanter, c'est-à-dire réimplémenter. Ça veut dire implémenter une deuxième fois ce qui a été fait dans A. C'est pas faisable. Donc, plutôt que de réimplémenter les fonctionnalités existantes déjà dans la classe A, il y a une virgule, la classe B peut intégrer les données et les fonctions de la classe A. Alors, le vocabulaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on peut dire aussi B est un A. Ça veut dire que B, c'est une sous-classe de A. On ne dit pas A est un B, d'accord?
B est un A. B hérite de A. N'oubliez pas, on a dit soit une classe A de base et une classe B héritant de A. Donc, on dit B hérite de A, B dérive de A, B est une sous-classe de A, B est une classe phi de A. Pour la classe, la classe des débuts, on dit A est une classe de base ou une classe mère ou une superclasse. D'accord? Donc, là, il y a quand même un peu plus classe phi, sous-classe, classe dérivée, classe héritée. Et 1 est un classe, est un A, ça veut dire que B est un A, ça veut dire que B dérive de A. C'est le langage, le vocabulaire qu'on utilise. Alors, donc, pour construire la classe B, le compilateur va devoir d'abord créer la classe A. C'est logique. D'accord? Alors, il va donc appeler un constructeur de la classe A. Puis, il va appeler celui de B. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que pour créer la classe B, il faut créer tout d'abord la classe A. Et la classe A, elle doit avoir un constructeur. Et après, il faut appeler le constructeur. C'est-à-dire que comme B, je construis le type de B à partir du type de A. D'accord? Alors, la notion, c'est très simple. Pour dire que B, c'est une classe qui hérite de A, il suffit de dire classe B, deux points, public A. C'est tout. D'accord? Donc, si je fais, par exemple, la figure, c'est la classe de base, et le polygone, c'est la classe phi, je peux dire classe polygone, deux points, public, classe, public, je mets figure. Donc, la classe mère, c'est celle qui devient à droite. C'est comme si je dis B, il vient de A. B, c'est la fille de A. B vient de A. Parce que j'ai souvent cette erreur-là que les étudiants inversent. Ils mettent le A maintenant ou ils mettent le B maintenant. Ou bien ils savent complètement. Alors, si vous ne mettez pas deux points publics, ça veut dire que B, c'est une classe à part, c'est tout. Elle n'a rien de commun à la classe A. Elle ne va pas hériter de la classe A. J'ai donné un exemple. Alors, en Java, je donne l'exemple toujours. On dit extends. Au lieu de mettre deux points, on met le mot, c'est un mot-clé, extends. D'accord? Extend, ça veut dire que la classe B, c'est l'étendue un petit peu de la classe A. D'accord? Bon, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, c'est pas la peine. Alors, il s'agit d'indiquer dans la sous-classe, qui pour définir la sous-classe, au lieu de dire classe B, j'ouvre la collade, pour définir les attributs et les méthodes. Non, je mets classe B, deux points public A, et après je mets j'ouvre les deux accolades. Et quand on définit une classe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On met comme ça, on met classe par exemple, classe test, je reviens à la ligne, je rappelle encore, je fais, pourquoi je rappelle? Parce que j'ai trouvé le barah, بزاف اللي ماهمش فاهمين. Donc هنايا je mets les déclarations des attributs. ولا هنا je peux faire معليش حنا نديرو هنايا déclaration et définition parce qu'on a dit on a le choix de déclarer et définir les méthodes dans la classe
elles-mêmes, ou bien de les déclarer ici et de les définir dans le point CPP. Déclaration, déclaration et définition des méthodes. Et normalement, après, je ferme l'accolade et je mets un point virgule. Alors là, pour dire que la classe test, c'est une sous-classe d'une autre classe, alors je mets ici 2 points et je mets public, tout simplement. Je mets public et je mets le nom de la classe mère. Je ne sais pas, moi, je vais l'appeler alpha, par exemple. Tout simplement. Et tout ce qui a été fait dans alpha, il va être exploitable dans la classe test. Mais si vous définissez comme ça, tout simplement, ça veut dire que vous avez défini une classe test qui n'a rien à voir avec votre classe alpha. D'accord? Un exemple ici. Alors, par exemple, on peut créer un type fonctionnaire. Quand je dis un type, ça veut dire un nouveau type. Bon, je peux rajouter un nouveau type. Et comment on le crée? C'est de créer une classe, c'est ça. Fonctionnaire à partir d'un type plus général, personne. Donc, personne, c'est la classe mère et fonctionnaire, c'est la classe fille. Donc, la définition de la classe fonctionnaire, je dis bien fonctionnaire, hein, de la classe fonctionnaire dans le point H, dans fonctionnaire.h, ressemble à ceci. Donc, je vais faire classe fonctionnaire de point public personne, puisqu'on a dit ici. Donc, la syntaxe, en quelque sorte, c'est quoi? La syntaxe, c'est le nom de la classe. Je suis en train de répéter, je sais qu'il y en a qui ont saisi rapidement, mais il y en a de la classe fille. D'accord? Donc, il y a bien sûr, il faut mettre le mot-clé classe. Je vais le mettre en gras. Et vous mettez 2 points et vous mettez public et vous mettez nom de la classe mère. Oui, je vais utiliser le langage mère puisque j'ai utilisé. Et après, vous ouvrez votre accolade et vous faites le travail, vous fermez votre accolade. D'accord? Donc, la classe mère, c'est la classe personne, la classe fille, c'est la classe fonctionnaire. Et la classe mère, c'est la classe personne. Bon, j'ai mis en majuscule, oui. C'est la classe personne, tout simplement. Et après, j'ouvre et je vais rajouter les attributs, les méthodes de la classe fonctionnaire qui ne sont pas dans la classe personne. Parce que les propriétés qui sont dans la classe personne, ça ne sert à rien de les redéfinir. Alors, un exemple ici. Donc, classe fonctionnaire public, classe personne, signifie créer une classe fonctionnaire qui hérite de la classe personne. Et donc, ici, j'ouvre les 2 accolades, le point virgule à la fin, et le code du fichier fonctionnaire.h. Voyez? Alors, l'exemple un peu plus précis. Est-ce que vous êtes en train de me suivre là? Oui, madame. Très bien. Alors, il y a l'exemple schématiquement, il est fait comme ça. Regardez, imagine la classe fonctionnaire, elle bénéficie de tous les attributs, de toutes les méthodes de la classe personne, puisque c'est la classe fille. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez,
dans les techniques d'accès aux propriétés, qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait public, il y avait protected et il y avait private. Eh bien, protected, quand je veux mettre une méthode, par exemple, en protected, elle est accessible par la classe fille, mais elle n'est pas accessible par les autres. D'accord? Alors, donc, l'intérêt de créer une nouvelle classe fonctionnaire, c'est qu'on peut rajouter des attributs et des méthodes spéciales, d'accord, dans la classe fonctionnaire. On pourrait rajouter 2 attributs, par exemple, une méthode qui ne concerne que les fonctionnaires, comme par exemple le salaire, la fonction, c'est-à-dire fonction, vous pouvez mettre métier ou là, et par exemple le calcul de la prime comme méthode. Et d'où ça n'existe pas dans la classe personne, parce que c'est pas toute personne qui a un salaire ou qui a une fonction ou pour qui je peux calculer la prime. D'accord? Alors que si je mets dans la classe personne le nom, le prénom, voilà, regardez la représentation UML. مانيش عارفة هدرت لكم على la représentation UML ديك المرة. Alors, la classe personne, واش عندها؟ puisque نحطوا هنا le nom de la classe, qu'est-ce qu'elle a comme attribut? Elle a le nom qui est de type string, elle a le prénom qui est de type string et elle a l'âge qui est de type int. Et comme méthode se présenter, par exemple, une méthode qui affiche je suis tel, de prénom tel et j'ai tel âge. Tout simplement une méthode d'affichage de se présenter ou bien s'identifier. Donc ça, c'est la classe personne, c'est la super classe. Le lien d'héritage, il est là, ça veut dire que la classe fonctionnaire, elle hérite de tout ce qu'il y a ici. Alors la sous-classe fonctionnaire, fonctionnaire, j'ai oublié le C. Donc, comme attribut, on lui a rajouté la fonction et le salaire. Donc, fonctionnaire, il a quoi comme attribut finalement? Il en a 5. Il a le nom, le prénom et l'âge qu'il a hérité de personne. Et en plus, il a la fonction et le salaire. Et comme méthode, il a la méthode se présenter et il a la méthode aussi calcul de prime. Calcul prime, je ne sais pas moi, parce que chaque fonctionnaire, ça dépend du nombre de jours qu'il a travaillé pendant le mois, par exemple, pour lier ça. D'accord? Donc, ça, c'est, j'ai schématisé le lien d'héritage. Ça, c'est la super classe. Et ça, c'est la sous-classe fonctionnaire. Est-ce que c'est assez clair avec ce petit schéma? D'accord? Oui, madame. Voilà. Donc, هذا واش عنده زايد comme attribut. On a, c'est une généralisation. Toute personne a un nom, prénom et l'âge et peut se présenter. Se présenter, c'est une méthode juste d'affichage. C'est out, je suis, après on peut faire ça, l'exercice après. Et après, une méthode, calcul des primes, je ne sais pas si le nombre d'heures multiplié par exemple, 15% du salaire, quelque chose comme ça. Alors, donc, on commence par écrire la classe de base personne qui contient 3 attributs et une méthode. Voilà, 3 attributs, le nom, le prénom, l'âge, une méthode, la méthode se présenter. Cette méthode permet d'afficher le nom, le prénom et l'âge de la personne. La méthode, je peux mettre entre parenthèses, se présenter. J'ai mis un S majuscule, se présenter pour que ça soit en un seul mot. J'ai mis E, présenter, se présenter. Voilà. Une méthode se présenter et les 3 attributs. Donc, c'est le nom, j'ai mis avec majuscule, le prénom, virgule,
Et l'âge avec une grande part aussi. Et une méthode qui est se présenter. Cette méthode permet donc d'afficher le nom, le prénom et l'âge de la personne. Cette fonction est alors utilisable dans toutes les classes filles qui afficheront également les attributs. Par exemple, je me personne fonctionnaire, je peux créer une autre classe, d'accord, copier. Je peux créer une autre classe, par exemple, que je peux, d'accord, qu'est-ce que je suis en train de faire? Allez, ah oui. Le fonctionnaire, il a les attributs nom, prénom, âge, etc. Bien sûr, il bénéficie de tout ce qui a été fait en haut. Par exemple, les fonctionnaires, l'étudiant qui n'est pas un fonctionnaire encore, hein, alors, l'étudiant, qu'est-ce qu'on lui rajoute? On lui rajoute par exemple son matricule, qui n'est pas défini pour tout le monde. On peut lui rajouter, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Matricule de type double, par exemple. Ou il est de type long. On peut lui rajouter l'année, hein, l'année ou la spécialité. Hein. Hein, on ne va pas lui donner l'année en double quand même. Hein. Et on peut lui rajouter, par exemple, spécialité, ou je ne sais pas quoi, moi. Ou la faculté, ou la... J'oublie les accents. Spécialité. Et Naya, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter comme méthode? Je ne sais pas, moi, calcul moyenne. Hein. Typiquement pour l'étudiant. D'accord? Voilà. Donc ici, je peux rajouter comme celui-là, insertion forme. Donc, le lien d'héritage, comme celui-là. Alors, on dirait en bleu, qui avec. Et on peut mettre que, aussi, c'est une insertion, texte. Donc, sous-classe. Voilà. Donc, c'est une sous-classe. Voilà, donc ici, j'ai la classe personne, c'est la super classe, et j'ai deux classes qui héritent, la classe étudiant et la classe fonctionnaire. J'ai deux sous-classes. Ça s'éclaircit maintenant? Donc, ce qui a été fait ici, soit méthode, soit attribut, je ne vais pas le répéter ni ici ni là. Alors, cette fonction est aussi utilisable dans toutes les classes qui affichera également les attributs. Alors, voilà ici le petit programme. Classe personne, quand je l'écris, qu'est-ce que je vais faire? Les méthodes publiques, void se présenter, c'est out, je m'appelle, après je mets le nom. Je laisse un vide entre le nom et le prénom et je mets et j'ai l'âge. Alors, les attributs, c'est quoi? En private, c'est le nom, le prénom et l'âge. En bas, la sous-classe fonctionnaire, qu'est-ce que je lui rajoute? Je mets classe fonctionnaire 2 points public personne. Quand je mets cette ligne-là, ça veut dire que le compilateur, il va voir que tout ce qui a été fait dans la classe personne, il est valable pour la classe fonctionnaire. D'accord? Donc, public double calcul prime.
ça c'est la seule méthode de la classe fille. Et j'ai rajouté deux attributs qui sont le salaire et la fonction. Bon, ici, il ne faut pas rajouter. Moi, je mets STD 4 points. Bon, pour ne pas compliquer les choses. Pour utiliser, il vaut mieux faire ici le using name namespace باش تنحيو هذيك standard point virgule. Le U, il n'est pas en majuscule. Bon, parce que je peux faire appeler je peux utiliser heavy ou bien je peux utiliser, je vais faire appeler avec string partout, je mets std pour dire il faut prendre la classe standard. D'accord. Donc ici la classe .h avec ses trois attributs et avec sa petite méthode. Ici la classe fille fonctionnaire, où j'ai mentionné qu'elle hérite de la classe personne, et je fais le calcul. Elle a une méthode qui s'appelle calcul prime, une méthode qui s'appelle et deux attributs qui sont le salaire et la fonction de toute personne fonctionnaire. Et voilà, donc je vous ai mis ici fonctionnaire.h et personne.h. Si vous ne mettez pas ça, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce qui a été fait dans la classe personne. C'est comme si vous avez défini une nouvelle classe fonctionnaire. Alors, ici, donc grâce à l'héritage, oui. Pardon. Madame, on peut rajouter d'autres constructeurs dans la sous-classe? On peut rajouter d'autres? Constructeurs. Bien sûr que vous pouvez. On fera un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire après dans le TPNA d'héritage? On va faire une classe fille. On va faire une classe, je ne sais pas si on va utiliser celle-là ou une autre. On va faire une classe mère et on va construire des objets de la classe mère. On verra qu'ils n'ont pas l'accès à la classe fille. Regardez ce qui a été fait dans la classe mère. Les personnes les objets de la classe n'ont pas le droit au calcul de la prime, ni au salaire, ni aux fonctions. Mais l'inverse, il est vrai. Et on va construire un fonctionnaire, soit avec initialisation ou sans, soit avec un constructeur avec paramètres ou sans, et on va voir qu'on peut lui donner un nom, un prénom et l'âge, et qu'on peut lui appliquer la méthode se présenter. Tout ça, on verra. Il faut comprendre le principe de base et la notion d'héritage, c'est quoi. D'accord? Tu as compris? Oui, madame, merci. Donc, on peut construire des objets de la classe fille et bien sûr, quand vous construisez, on verra en TP, si le constructeur de la mère est un constructeur sans paramètres, de la classe personne, par exemple, c'est un constructeur sans paramètres, si je rajoute. Quand je construis la classe fille, je n'ai pas le droit de créer un fonctionnaire où le nom ou le prénom et l'âge sont déjà initialisés au départ. Bon, ceux qui ont déjà fait le TPM, j'ai initialisé. C'est-à-dire que quand je le crée, déjà, je lui donne le nom, le prénom. Mais si la classe mère, elle a déjà un constructeur avec paramètres, qui sont le nom, par exemple, le prénom et l'âge, quand je crée un fonctionnaire, l'objet avec le premier, par exemple, fonctionnaire 1, je peux lui affecter, quand je le déclare, je peux lui affecter le nom, le prénom et l'âge dès le départ. Donc, le constructeur de la mère, il est important. Si je le fais sans paramètres, je n'ai pas le droit d'avoir un fonctionnaire
qui a le nom, je serai obligée de le créer sans nom, sans blé le nom, blé le prénom, blé l'âge, mais après, je vais utiliser les 7 heures pour remplir. D'accord? Mais il a des cases dans la mémoire. On sait qu'il a des attributs qui sont le nom, le prénom et l'âge. Mais je ne peux pas dire qu'il s'appelle Mohamed ou Ali ou فهمتوني. Donc, le constructeur de la classe mère, il est important. Si je n'ai pas un constructeur avec paramètres, la classe fille ne va pas pouvoir attribuer le nom, le prénom et l'âge. Il faut utiliser les méthodes d'accès pour initialiser ou pour écrire le nom et le prénom et l'âge d'un objet de la classe fonctionnaire. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Grâce à l'héritage, la classe fonctionnaire récupère automatiquement tous les attributs et toutes les méthodes de la classe fille. Enfin, plutôt de la classe mère, de la classe personne. Ainsi, la classe fonctionnaire possède 5 attributs. Allez, 5, le nom, le prénom, l'âge, et on lui a rajouté 2 autres, le salaire et la fonction. Et elle possède 2 attributs, 2 méthodes, à savoir la méthode dont elle hérite qui se présentait et sa propre méthode qui est calcul de prime. D'accord? Je n'ai pas parlé ici des getters et des setters. Hein. Bon, maintenant, normalement, c'est acquis. Donc, la classe fille est constituée de 2 morceaux. Les attributs et les méthodes héritées de la mère, d'une part, et les attributs et les méthodes qui lui sont propres. Tenez. Donc, la classe fille, c'est comme si elle a ce morceau-là et elle a celui-là. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me poser des questions dans le chat, ceux qui n'arrivent pas même à me parler. Madame, pour la création de la classe, la sous-classe. De la sous-classe. Oui, il suffit de mettre 2 points barque et donner le nom de la classe mère, sans oublier le mot public. Anam? Il faudra mettre les getters et les setters manuellement, chez qui m'endérou TP, pour la classe principale. Ben, tu as dit TP déjà. Je connais la regarde. Ah, Zeka. Là. C'est-à-dire la création de la classe fille. Vous allez la créer. Qui m'a dit la classe l'oula hadi في TP. Vous allez faire le add avec les getters et les setters normalement. Une fois que vous avez Anam? Pour avoir le plus H et le plus CPP automatiquement. Et voilà. Dans le point H de la classe fonctionnaire, vous rajoutez ça. D'accord? Vous lui rajoutez. Anam? Je suis dans la classe mère. Non, c'est dans la classe fille qu'il faut rajouter public personne. Il faut mettre le mot classe qui dit pour définir la classe fille. Tu mets classe, le nom de la classe fille, tu le fais avec le code blocks. Et tu le fais normalement, tu définis tes méthodes, tu définis tout. Après, tu rajoutes cette, sans oublier de faire l'include de la classe mère aussi. Ça, c'est très important. Ne pas oublier d'inclure personne.h pour pouvoir en hériter. C'est-à-dire, quand vous lui faites public personne, et il faut lui faire include de personne.h aussi. D'accord? À la fin, il ne va pas le faire 2 points public personne, il ne va pas le faire lui. Le compilateur, le code blocks, il ne va pas le faire. Donc, vous créez votre classe fonctionnaire normalement, et après pour dire au compilateur que ça hérite de la classe personne, il faut rajouter 2 points public personne. Et rajouter aussi l'include de personne.h. Par exemple, le fonctionnaire, c'est la figure, je mets classe, rectangle, 2 points, public, figure. Ou je mets include de figure.h. Parce que figure, c'est la classe de base. D'accord? Ça va être beaucoup plus clair, FTP. L'essentiel, il faut comprendre cette notion d'héritage. Il ne faut pas avoir peur, c'est très simple.
c'est-à-dire, je résume en quelque sorte, vous avez une classe de base, c'est ce qu'on appelle la super classe, ou c'est ce qu'on appelle la classe mère. Vous définissez les choses qui sont très, c'est-à-dire les choses qui sont en commun pour toutes les classes dont que vous allez définir après. Vous définissez, par exemple, si c'est une image, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le pixel, etc. Après, vous passez aux classes filles et vous rajoutez les propriétés qui sont spécifiques à cette classe fille. Par exemple, un fonctionnaire, les personnes, ce n'est pas tout le monde qui a une fonction ou bien qui a un salaire ou bien qui a une méthode de calcul de prime. Après, je peux même dans fonctionnaire, je peux faire, par exemple, technicien, cadre, je ne sais pas moi. Je peux séparer encore. D'accord? Pour le fonctionnaire, à son tour, elle peut devenir encore une classe mère pour d'autres et elle est toujours la classe fille de la classe personne. La programmation, elle ne va pas tellement changer. D'accord, d'une classe. Les gens qui ont fait le TP on va définir des classes normalement. Ce qui va changer, c'est que de pouvoir utiliser ce qui a été fait dans une classe, l'utiliser dans une autre sans le réécrire. De l'exploiter sans le réécrire, sans le... D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Parce qu'on va arrêter le cours aujourd'hui si on a un cours, si on n'a pas de TP. Mais je pense que faire TP en présentiel, c'est mieux parce que j'ai trouvé que les étudiants, il y en a la preuve ici. Il y a 23, 24 présents. Ce n'est pas normal sur les 60, c'est même pas la moitié. Et ça me pousse un petit peu à tester les étudiants. Je peux demander des trucs que j'ai expliqués en cours. C'est pas sérieux qu'ils ne viennent pas, qu'ils n'assistent pas. C'est-à-dire, à l'université, on peut dire que c'est un peu les déplacements et tout. Mais rester chez soi et et écouter son enseignant, et là, il préfère encore ne pas se connecter. Et j'ai remarqué, pourquoi je fais cette remarque, parce qu'en TP, j'ai remarqué qu'il y a plus de monde. Et qu'il m'a ressenti 38 étudiants. Donc, en TP, ils se connectent, mais pas en cours. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Madame, est-ce qu'on peut rajouter les attributs de la sous-classe dans la classe mère si on en a besoin? Non. C'est-à-dire les rajouter, autant les définir au début, par exemple, mais si tu les définis pas dans la classe mère, c'est-à-dire la flèche elle ne fonctionne pas dans les deux sens. D'accord? La classe fille, elle profite de tout ce qui a été fait dans la classe mère, mais pas l'inverse. D'accord. Pas l'inverse. Madame? Oui. Madame, dans les sous-classes, madame, on peut faire étudiant 1, étudiant 2, mais pas étudiant et fonction, deux choses différentes. Ben, vous pouvez faire étudiant, par exemple. Je peux définir une classe étudiant master M1, une autre classe master, je ne sais pas moi, M2 ou la... Je peux définir autant de sous-classes que je veux. D'accord. D'accord? Sans problème. Qui dit le TP, ça va être plus clair. Là, j'ai mis quand même, c'est des paragraphes, c'est assez... mais j'ai essayé de répéter. Des fois, c'est beau, la même notion, elle est expliquée autrement, mais ça veut dire la même chose. Et moi, je travaille avec, c'est-à-dire, j'utilise cette méthode, je me dis, si l'étudiant n'a pas compris dans ce paragraphe, je le rappelle dans un autre paragraphe, il va le saisir. Donc, à la fin, finalement, une fois quand il termine son fichier, c'est sûr qu'il va comprendre
tout ce que j'ai donné. Voilà, s'il n'y a pas de questions à poser, rendez-vous, Inch'Allah, pour l'héritage. TP, on va faire quelques exemples. Mais les gens qui n'ont pas... Oui? بعتينا الفيشي نعم؟ الفيشي تاع هذا الكود ما بعتيناش الفيشي تاع هذا الكود Ah, نبعتهم بعد, bien sûr. Je vais vous l'envoyer, bien sûr. Non, 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 je vais le rendre en PDF, comme il est pratiquement fait. Mais essayez de comprendre quand même avant de venir, comme ça on ne perd pas beaucoup de temps. J'avais prévu 2 exos pour le TP. J'ai dit c'est juste pour les classes et on a fait des TP sur les classes déjà en virtuel. Maintenant, enfin en virtuel, mais j'ai dit que tout le monde avait programmé chez lui, création d'une classe. J'ai dit une petite heure pour une classe et une petite heure pour une classe. Mais j'ai trouvé qu'il y a des gens qui n'avaient pas encore compris qu'est-ce que c'est qu'une fonction. Des fois, ils me mettent le traitement à l'intérieur des parenthèses qui sont... les parenthèses, c'est réservé pour une fonction pour la liste des arguments, la liste des paramètres qu'on va utiliser dans la fonction comme variable. Et les gens, ils mettent carrément tout un traitement entre les parenthèses. C'est-à-dire, j'ai vu que la notion de fonction n'est pas encore maîtrisée. Essayez de reprendre vos cours avant de venir en TP, d'accord? Et c'est pas en TP qu'on retire le cahier pour voir si j'ai besoin de ça ou ça. Moi, je vous demande pas de faire de la programmation carrément, mais ce qu'on fait en cours, essayez de le reprendre. Et quand on fait un TP, essayez de le reprendre aussi. De le reprendre sans regarder ce qu'on a fait. Et de le reprendre sans feuille, sur feuille plutôt, avant de le faire sur le code blocks, pour tout faire. C'est bon? Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on arrête ici. On verra on continue sur les TP. En présentiel, c'est mieux. Allez, salam donc. Merci madame. Merci, madame. Il y a Bouhabib, madame, s'il vous plaît, en PO, les termes dérivés et hérités ont un sens similaire. Oui, je dis une classe A, elle hérite de la classe B, ou la classe A, elle dérive de la classe B, ou la classe A, elle est fille de la classe B. Tout ça, c'est du kiff-kiff. C'est la même chose. Aïe, à la prochaine, Inch'Allah. Yes.